Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Merci pour votre fidélité. Nous sommes le 8 mai 1945. Quel événement historique, en tout cas un des événements historiques dont on parle énormément, en tout cas aujourd'hui, en ce 8 mai 2024, une date majeure dans l'histoire de l'Europe notamment, c'est cette commémoration, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, la fin du nazisme, la fin donc d'Hitler précisément. Ils ont été très nombreux à cette date à célébrer la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que les Français célébraient, donc je vous le disais, cette victoire des Alliés contre l'Allemagne. Eh bien, ils étaient des dizaines de milliers d'Algériens dans plusieurs villes, Sétif, Kherata, Guelma, Ain Temouchen, entre autres, notamment d'abord à célébrer cette victoire. On va y revenir ce soir puisque de nombreux Algériens ont participé à la libération et à la sortie du nazisme. Et puis des Algériens par milliers, par dizaines de milliers qui sont aussi sortis dans la rue pour aspirer à une promesse, à ce que les colonisateurs de l'époque, donc la France, donc respecte leurs promesses, c'est-à-dire enfin la liberté, enfin l'indépendance. On écoutera tout à l'heure feu paix à son âme Hossein Ait Ahmed qui disait que le 1er novembre 54 a commencé le 8 mai 1945. On va y revenir, donc ils ont été très nombreux à manifester, mais c'est la question qui se pose ce soir. N'ont-ils pas été trahis par les Français ce 8 mai 1945, cette France coloniale qui a une fois de plus donc trahi beaucoup d'observateurs, de militants, d'analystes, parle donc de trahison. Et puis, comme je vous le disais, 1er novembre 54 a commencé ce 8 mai 45. Ce jour-là, les Algériens ont certainement compris en mai 45 que la liberté était possible et que la liberté donc ne se prend pas, elle se gagne. Et ça, c'est un élément aussi important. On évoquera quelques éléments d'histoire, bien évidemment, le rôle de la France pour commencer les émissions. Et puis une grande partie de l'émission sera consacrée notamment à 2024, le pouvoir algérien. Comment, encore une fois, donc, il s'exprime aujourd'hui. On écoutera tout à l'heure le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui rend hommage, qui parle de confiance, de sérieux, aussi de mémoire. Et on se posera cette question très importante, la légitimité révolutionnaire, puisqu'à chaque fois qu'il y a une date à commémorer en Algérie, le même système, les régimes qui se succèdent maintenant depuis plusieurs décennies, donc utilisent notamment, c'est un point d'intégration, mais énormément le disent, hein, cette légitimité révolutionnaire, c'est-à-dire peut-être utiliser ces dates-là pour se redorer le blason. Donc on y revient notamment auprès du peuple algérien. On y revient avec nos invités. Pour en parler, donc, qui dit bien évidemment histoire, commémoration, colonisation, reconnaissance des crimes d'État. Il est avec nous, président de l'association Les Oranges. Un long travail depuis plusieurs décennies. Écrivain, scénariste. Mohamed Kaki, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec... Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez, Mohamed Kaki? Alors, on a peut-être un petit souci de liaison. Je vais saluer nos équipes en régie. On va essayer de faire le point pour rétablir la liaison avec vous, Mohamed Kaki, président les Oranges. Est avec nous, normalement, le plaisir de l'accueillir. Brahim Younsi, bonsoir. Alors, est-ce que Brahim Younsi n'est pas encore avec nous? Et on devrait avoir Lila Tamansourt. Bonsoir, Lila Tamansourt, bienvenue. Vous êtes donc militante citoyenne algérienne, militante politique. Vous êtes responsable du bureau de riposte internationale à Paris. Bonsoir. Bonsoir Chaben, bonsoir à l'équipe technique, bonsoir aux téléspectateurs et à vos invités. Juste pour vous signaler que je n'ai pas un retour d'image, donc si vous montrez des petits reportages, je ne les verrai pas. Je ne vous vois pas d'ailleurs. Très bien. En tout cas, nous, on vous voit très très bien, l'image est très bien et merci d'être avec nous. Est avec nous donc Brahim Younsi, bonsoir cher Brahim Younsi, cadre du MDA 82-88, analyste politique, bonsoir. Bonsoir Chaben, ça fait plaisir de te voir, je vais te tutoyer, pardonne-moi.
Ça fait plaisir de te voir ce soir. Merci. Merci pour l'invitation à cette occasion du 8 mai 45, qui est une date de deuil pour nous, de grand deuil, et puis une date historique qu'il faut absolument célébrer pour célébrer la mémoire des 45 000 morts. Très bien, merci d'être avec nous. C'est un plaisir en tout cas aussi de vous revoir et de vous retrouver au sein de cette émission. Effectivement, quand on a commencé à échanger avec l'équipe, avec mon ami confrère Houssine, on a pensé aussi à vous. Je vais commencer avec vous, Brahim Younsi. Il va venir nous rejoindre, Mohamed Kaki, dans quelques instants, mais je sais que je vais devoir vous libérer car vous êtes attendu aussi pour une autre émission auprès de nos confrères sur Alterna TV. Brahim Younsi, d'abord un mot, peut-être un mot d'histoire. C'est une date importante. Les Algériens ont participé à la sortie du nazisme, à la libération face notamment à l'Allemagne. Ce 8 mai 45, ils sortent dans plusieurs villes. On en a cité quelques-unes, Guelmar, Kherata, Temouchen, Sétif, entre autres. Mais ils sont aussi sortis dans l'espoir d'avoir une indépendance qui devait commencer ce 8 mai 45. Et du coup, l'Algérie, a dû attendre 62. Vous avez cité certaines villes qui ont été effectivement touchées par les bombardements et puis les massacres du 8 mai 45. Il y a aussi les villes de Guelma en particulier, et puis la ville de Saïda, qui ont été touchées, gravement touchées par les massacres. Vous savez, vous avez parlé effectivement des Algériens et beaucoup de nos proches, de nos parents, etc., parce qu'il y avait la promesse de l'indépendance à ce moment-là, qui se sont engagés ou qui se sont réengagés dans l'armée française pour libérer la France du nazisme. Vous savez, je me suis rendu il y a quelques années à Kherrata notamment, et pour la fondation du 8 mai 45, dont l'idée est partie d'ici, de Paris, avec Bachir Boumaza en particulier. Et puis, je m'étais rendu à Kherrata pour la fondation du 8 mai 45, pour la création de la fondation du 8 mai 45. Et j'ai rencontré deux compatriotes qui étaient déjà d'un certain âge, qui avaient participé à la libération de la France et puis à la guerre contre le nazisme, contre le Troisième Reich, contre l'hitlérisme, qui m'ont raconté leur histoire personnelle, qu'après la libération de la France, ils sont rentrés chez eux, en Algérie, à Kherrata. Je ne me souviens pas du nom d'un des deux, mais je me souviens très bien parce qu'un collègue portait ce même nom, qui s'appelait Aïnouz. En rentrant de France, après avoir été libérés, ils sont rentrés à Kherrata, ils ont constaté que toute leur famille ont été massacrées. Les deux familles de ces, je ne sais pas s'ils sont toujours vivants, déjà ils avaient un certain âge quand je les ai rencontrés à Kherrata. Leur famille était décimée, il ne restait plus rien, ni parents ni enfants. C'est dire ce massacre. Et ce massacre, le général Duval, qui commandait les troupes à ce moment-là, avait même employé des frégates, qui bombardaient les villages de la baie de Bougie, le Duguay-Trouin et le Montcalm. Et ces bombardements ont fait beaucoup de dégâts également sur les villages, beaucoup de morts. Mais le 8 mai 45, je l'ai dit, a toujours été dans la mémoire des Algériens. Cette date n'a jamais été effacée de leur mémoire, y compris parmi les plus jeunes.
Et puis surtout que, je vous laisse continuer, Brahim Younsi, mais ce sont aussi des martyrs. Hein. Ils ont été d'abord des dizaines de milliers. Certains parlent de 45. Mohamed Kaki vient de nous rejoindre, peut-être qu'il nous donnera quelques éléments de chiffres, mais certains parlent de 45 000, d'autres 80 000. Ça, ce sont les morts qui sont morts pendant cette période-là. Il y a aussi leurs familles aujourd'hui, et ce sont aussi des personnes qui aujourd'hui ne sont pas reconnues, hein, qui ne sont aujourd'hui pas reconnues Moudjahid, qui sont un peu, et puis des familles qui sont toujours dans l'attente d'une reconnaissance aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a des familles qui ont été touchées de très près dans leur chair et qui, effectivement, comme vous dites, leur statut n'est toujours pas défini, leur statut n'est toujours pas reconnu. Cependant, c'est que le 8 mai 45, c'est aussi pour nous, les Algériens, ils réalisent un consensus, ils réalisent un niveau, un premier niveau d'appartenance et puis voire d'identité algérienne. Quand on se réfère au mai 45, c'est qu'on exprime d'une manière ou d'une autre son identité à l'Algérie, à l'algérianité. Et c'est extrêmement important de cultiver cette mémoire. Et elle est cultivée fort heureusement. Et puis, pardonnez-moi le parallèle et la comparaison. Parce que nous sommes aussi dans l'histoire, mais aussi quasiment dans l'actualité. Bien sûr que les proportions sont différentes et les buts sont aussi différents, parce que d'un côté, il y a le colonialisme et de l'autre côté, il y a un régime algérien dans l'indépendance de l'Algérie. Moi, je compare le 5 octobre 88 à ce qui s'est passé. Il y a des parallèles à faire avec le 8 mai 45. Je sais que je vais être incendié en disant cela, mais je le dis quand même parce que je le pense. Non, mais dans la continuité, gardez, j'allais y venir avec vous avant de vous libérer, puisque c'est la question qu'on se pose ce soir. C'est vrai que tout de même, les Algériens, depuis 45, 54 et 62, quelque part, il y a cette indépendance territoriale, mais est-ce qu'il y a réellement cette indépendance? Les Algériens sont confrontés maintenant depuis plusieurs décennies, certes autour du pacifisme, mais toujours de révolution en révolution, à essayer de quémander, d'avoir toujours les mêmes slogans, vraiment d'essayer d'avoir une réelle liberté, une réelle indépendance. Donc peut-être que votre parallélisme, il va peut-être surprendre certains, mais est-ce que ce pouvoir algérien aujourd'hui en place, on va écouter tout à l'heure Abdelmadjid Tebboune qui a fait quelques sorties, est-ce qu'il a pris les leçons, est-ce qu'il a réellement compris ce qu'ont vécu les Algériens pendant ces périodes-là, et ce qu'il souhaite aujourd'hui, c'est-à-dire une réelle liberté? Et je vous donne juste la parole derrière, sans compter par exemple qu'ils sont des milliers et des milliers à vouloir quitter le pays, à mourir en mer même aujourd'hui, alors que certains se sont battus pour avoir l'indépendance algérienne. Oui, moi je ne parlerai pas d'indépendance. Il y a les libertés publiques, il y a les libertés démocratiques, en effet, ce qui pose beaucoup de problèmes. Et c'est la raison pour laquelle certains d'entre nous sont de ce côté-ci de la Méditerranée, parce que les libertés publiques sont bafouées. Mais l'Algérie, comme État et comme nation, qu'on le veuille ou non, a les attributs de l'indépendance. Nous avons les attributs de l'indépendance. Cela ne doit pas être remis en cause parce que nous avons 1,5 million de nos compatriotes qui sont morts pour cette indépendance. Mmh. Mais hélas, les promesses, j'emploie ce mot, même si quelquefois il est mal employé, les promesses de la citoyenneté, de l'Algérien citoyen qui a les attributs de l'indépendance et tous les attributs de l'indépendance qui sont acquis, ça c'est clair. Mais les libertés démocratiques, les libertés publiques font que les Algériens, comme vous le disiez, partent ailleurs et nous sommes des exemples parce qu'ils n'ont pas la liberté
de militer politiquement, d'avoir des partis politiques, d'avoir des associations, de s'exprimer, etc., etc. Tous les attributs démocratiques. L'Algérie a malheureusement choisi un chemin qui n'est pas celui des libertés. Et pour cause, c'est certainement ce pouvoir. Effectivement, les événements de 8 mai 45, parce qu'on demandait à la fois l'indépendance, mais aussi les libertés démocratiques. Si l'indépendance est acquise parce qu'il y a eu des sacrifices et des martyrs, les libertés démocratiques, malheureusement, il faut continuer à se battre pour les réaliser. Avant de vous libérer de 2 minutes, très rapidement, on a l'impression, c'est une question qui se pose, si on se rend au sein de l'APS, par exemple aujourd'hui, qui est l'agence presse-service de l'État algérien, depuis hier, il y a plusieurs articles qui reviennent un peu sur cette date. À chaque fois qu'il y a une date importante, c'est vrai que le pouvoir algérien commémore, rend hommage. Certains observateurs parlent même de voilà, peut-être d'un pouvoir qui essaie de tirer sa légitimité avec ces dates, peut-être sur le plan intérieur, extérieur. On parle aussi de légitimité même révolutionnaire. Et vous venez en parallèle de dresser un tableau noir sur la démocratie, les libertés. Comment vous positionnez le pouvoir algérien aujourd'hui, par exemple, sur ces mots, ces annonces? La question de la légitimité se pose, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait le parallèle entre le 8 mai 45 et le 5 octobre 88, parce qu'on a tiré aussi sur bien sûr, le nombre de morts n'est pas le même, fort heureusement, mais sur le plan plus que symbolique, on a tiré sur le peuple. L'armée algérienne, qu'on le veuille ou non, a tiré sur son peuple. Et c'est là où est le parallèle. Et elle a tiré sur son peuple, et la rupture, la césure entre le pouvoir et le peuple, en dépit du passé. Mais en 88, qu'on le veuille ou non, le 5 octobre 88, il y a eu une césure, une séparation, un divorce total entre le régime et le peuple algérien, parce que personne d'entre nous, il faut le dire, ne pensait qu'on allait tirer sur la jeunesse, sur des enfants, et tirer sur son propre peuple. Mais même s'il y a eu des événements sanglants, notamment en 1963, mais là on considérait qu'une armée affrontait, entre guillemets, une autre armée. Mais tirer sur le peuple, cela ne s'était, à ma connaissance, jamais arrivé auparavant aussi massivement. C'est cela, je fais le parallèle là-dessus. Sur la question de la légitimité, en effet, le 5 octobre 1945, comme le 8 mai 1945, se posait aussi la question de la légitimité nationale, en même temps que la légitimité, la souveraineté nationale. Et de la même manière se pose aujourd'hui, et singulièrement depuis le 5 octobre 1988, la question de la légitimité et de la souveraineté nationale. Et ces deux choses-là, les Algériens les revendiquent et les réclament toujours, et se battent pour cela. Et aujourd'hui, il n'y a pas de morts de façon massive comme on le connaît, parce qu'il y a des morts parmi les détenus politiques. Certains d'entre eux sont morts en prison. Et il y a quand même 400, 500, entre 400 et 500 détenus politiques en Algérie. C'est dire que sur le plan des libertés publiques, sur les plans des libertés démocratiques, nous n'avons pas le compte. Merci Ibrahim Younsi, plaisir de vous avoir retrouvé. Merci pour ces quelques points sur cette date du 8 mai 45 avec l'actualité d'aujourd'hui. Mohamed Kaki est avec nous. Bonsoir Mohamed Kaki, président donc l'association Les Oranges, travaille sur la mémoire via l'écriture, notamment le théâtre. Je rappelle que vous avez écrit plusieurs pièces de théâtre autour notamment du 17 octobre 61. Bonsoir. Bonsoir, Chaben. Merci d'être avec nous. Vous m'écoutez ? Oui, très bien.
Très bien. On va entendre dans un instant donc Lila Thamansol. Je voudrais juste, on va vous écouter aussi Ahmed Kaki dans un instant. On va écouter donc Hussein Naït Ahmed, paix à son âme, qui parlait de ce 8 mai 45 comme un 1er novembre 54. Le 1er novembre a commencé le 8 mai 45 avec une répression démente. Quand on sait toutes les espérances qui étaient dans les esprits et les cœurs des Algériens, qui ont participé d'une manière très forte à la libération de l'Italie, de la France, ce sont nos soldats, nos frères et quelques sœurs aussi qui se sont fait tuer pour en finir avec les systèmes nazis, fascistes et nippons. Eh bien, le 8 mai 45 est venu mettre fin à cette espérance. Donc on a retrouvé Mohamed Kaki. Mohamed Kaki, je voudrais juste peut-être prendre quelques petites minutes avec vous. Aujourd'hui, bien évidemment, qui dit 8 mai 45, c'est l'autre 8 mai. Vous connaissez le dossier par cœur. Une question assez simple aujourd'hui, la reconnaissance de l'État français sur cette période, sur ces crimes. Vous vous battez dans ce sens depuis maintenant plusieurs années. Où en est notamment le dossier. Alors certains présidents et chefs d'État français ont fait quelques sorties, mais ça reste toujours assez timide, c'est pas assez clair. Oui, absolument, vous avez totalement raison. Il y a des sorties politiciennes qui vont souvent dans le cadre de l'instrumentalisation de la mémoire et de l'histoire de ce terrible crime contre l'humanité, parce qu'il faut qualifier. Deuxième question avec vous concernant cette histoire, cette transmission. Vous travaillez au sein de l'association Les Oranges maintenant depuis plusieurs années, à plusieurs niveaux, pour plusieurs publics. La transmission, on a l'impression, alors apparemment, donc le pouvoir algérien de tout temps n'a jamais réellement demandé, en tout cas, des excuses, notamment de la part des Français. Mais il y a aussi cette histoire où peut-être que le pouvoir algérien n'a peut-être pas spécialement envie d'y travailler et connaître la vérité, la donner sur la table aux étudiants, aux historiens, aux familles aussi qui attendent des réponses. Et on a aussi de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire dans l'autre sens en tout cas, du côté de Paris, de la France, où effectivement on veut pas reconnaître où en est ce travail de transmission aujourd'hui et de reconnaissance. Est-ce que demain on peut s'attendre à ce que les choses sortent, et est-ce que réellement le prochain président ou présidente français puisse assumer cette période? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question qui est très importante, qui est centrale. C'est le fait déjà qu'il faut rien attendre des gouvernants, parce que c'est très compliqué cette affaire, et que c'est aux citoyens véritablement de travailler. C'est ce que tente de faire l'association Les Oranges sur le terrain, notamment avec le théâtre, avec la transmission des colloques. D'ailleurs, nous organisons un colloque bientôt qui s'appelle un colloque populaire sur ce qu'on appelle le racisme d'État. Et donc, on va faire une socio-histoire de cette affaire. Les faits sont établis. Il n'y a pas, si vous voulez, aujourd'hui, à se creuser la tête en se disant « mais qu'est-ce qui s'est passé le 8 mai, on n'est pas au courant, etc. » Non. Il y a des livres. Vous avez le livre, par exemple, de Jean-Louis Planche, qui est un des classiques, où il montre, avec les archives à l'appui des États-Unis, les archives de l'ex-CIA, où il s'est passé, où on a des preuves claires, nettes et précises sur ce massacre et la durée de ce massacre et le nombre de gens qui ont été massacrés, etc. Aujourd'hui, l'enjeu numéro 1, il se situe pas là. Il se situe dans le cadre de la transmission. Mais pour qu'il y ait transmission, et pour qu'il y ait ce qu'on appelle, beaucoup de gens disent, mal intentionnés, disent « il faut tourner la page ». Mais pour tourner la page, encore faut-il la transmettre, parce qu'elle est déjà écrite. Il faut continuer à l'écrire avec des nouveaux éléments, mais en tout cas, elle est déjà écrite, il faut la transmettre. Mais pour la transmettre, il faut la reconnaissance. Et la reconnaissance, elle vient du gouvernement français qui ne veut pas
reconnaître ça parce qu'il y a beaucoup de nostalgiques de l'OAS, de la fameuse organisation armée secrète, des anciens colons qui sont aujourd'hui des revanchards, qui existent encore et qui sont dans une sorte de lobby, si vous voulez, etc. Donc c'est un peu compliqué là-dessus. Mais et c'est là où il y a de l'espoir, et moi j'aimerais, à travers votre média, donner aussi un peu d'espoir à nos concitoyens, c'est que exister, c'est résister. Et donc, il faut résister encore plus et travailler encore plus, parce que on a localement, c'est par les citoyens et par en bas que les choses avancent. Par exemple, il y a tout un travail autour de la nomination de rues, de plaques, etc. C'est dans l'espace public qu'il faut investir l'espace public pour qu'il puisse être connu. Vous savez, quand vous vous baladez dans une ville, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, tiens, il y a la rue du 8 mai 45. Bon, tout le monde sait ce que ça veut dire, la rue du 8 mai 45. Mais jamais vous allez trouver une place qui va dire, ah tiens, il y a la place de l'autre 8 mai 45. Parce que c'est comme ça. C'est que cette histoire, ce n'est pas l'histoire uniquement des Algériens. C'est d'abord l'histoire de France, parce que l'Algérie était un département français à l'époque. Donc, les Français sont amputés d'une grande partie de leur histoire. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose importante, eh bien, c'est que cette histoire appartient au peuple du monde. C'est universel, donc elle appartient au monde entier. Et donc, en essayant de nous cacher cette affaire et en nous empêchant de travailler, effectivement, on n'aide pas les Français. Mais je suis très heureux parce que de plus en plus, les Français s'intéressent à leur histoire, font pression pour que il y ait des choses, etc. C'est pas facile, c'est compliqué, mais on y arrivera. Merci, dont le travail que vous menez depuis plusieurs années. J'étais à vos côtés d'ailleurs l'année dernière pour commémorer cette journée. Mohamed Kaki, merci. Les Oranges que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et puis même, on peut vous retrouver aussi sur scène avec vos différentes pièces de théâtre. Est avec nous Lilat Amansolt. Bonsoir, rebonsoir, cher Lilat Amansolt. Merci, on va terminer cette quinzaine de minutes avec vous. D'abord, peut-être effectivement une pensée, vous me le disiez tout à l'heure, une pensée à ces personnes, à ces martyrs, à ces Algériens et ces Algériennes qui, ce 8 mai 45 sont tombés pour une Algérie indépendante, une Algérie libre, une Algérie démocratique. On va y venir de cette Algérie avec vous, démocratique en 2024. Est-ce qu'elle existe aujourd'hui? Oui, tout à fait, Chaben, et je rejoins les précédents intervenants. Quant à l'importance de la date du 8 mai 45, elle est non seulement un tournant dans l'histoire du monde, mais aussi un tournant dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. C'est le jour... Ce n'est pas spécialement ce jour-là où il y a eu le déclic, mais c'est ce qui a précédé, ce qui a suivi, et le jour J, le 8 mai 45, avec ce qui s'est passé comme génocide, qui a fait prendre conscience à l'ensemble des Algériens qu'il était éminent de demander l'indépendance. Auparavant, il y avait des protagonistes de l'Algérie indépendante, ils n'étaient pas majoritaires, il y avait les indécis, il y avait, comme ce qu'on vit aujourd'hui, il y a une terreur qui s'abattait sur le peuple algérien. Moi, j'ai retrouvé à travers mes recherches un rapport d'enquête sur les événements qu'ils ont appelés dans ce rapport événements de Constantine, du département de Constantine. Donc, c'est une commission qui a été installée le 18 mai 45 suite au 8 mai. Et dans ce rapport, c'est vraiment parlant, même le style utilisé, même parmi les membres de ce rapport, il y avait un Algérien, il y avait deux Français. Les deux Français, il y avait une civilité qui a précédé les noms de famille. Monsieur le général tel et l'autre maître avocat, et l'Algérien directement
Benahouda Kadi Telemsan. Déjà là, on voit la discrimination qui s'opérait à l'époque, même si on disait que les Algériens étaient français, mais ils n'étaient français que superficiellement. Donc il y avait cette notion d'indigénat qui a été utilisée, même dans ce rapport, elle est répétée à plusieurs reprises. C'était donc éminent que les Algériens désignés par un indigène réclament leur statut, réclament leur liberté. Et donc les événements du 8 mai 1945, d'après ce rapport, n'étaient pas les événements des événements isolés. Il y avait le 1er mai 1945 où il y avait des manifestations qui ont été tolérées, permises par la préfecture du département. Et là, les manifestants dits indigènes réclamaient la libération de Salih El-Hadj. Il leur a été interdit de brandir des slogans politiques, évidemment, chose qui a été respectée. Donc, ils ont manifesté pacifiquement, il n'y a pas eu d'incident. Mais le 7 mai, lorsqu'ils ont entendu qu'il y avait la victoire des Alliés lors de la Deuxième Guerre mondiale, donc il y avait cette victoire, c'est une victoire auquel les Algériens ont pleinement participé en tant que citoyens d'un département français. En revenant en Algérie, donc le 7 mai, ils sont partis aussi manifester pacifiquement. Et le 8 mai, le fameux 8 mai, les Français attendaient à ce que les Algériens participent à la fête, donc à ce qu'ils viennent participer et fêter. Il n'y avait que très peu, il n'y avait que ceux qui ont participé à la guerre, qui ont été de ce cortège pour fêter la victoire. Par contre, il y a eu les émeutes qui ont éclaté suite au fait que les Algériens ont brandi des banderoles politiques. Ce qui a été interdit. Ils ont toléré qu'il y ait des cortèges d'Algériens indigènes, mais sans brandir de slogans politiques. Donc, pas de revendication. Voilà, pas de revendication politique. Or que les Algériens, il y avait deux tonalités dans ce rapport. Ils ont dit les slogans politiques ont été brandis dès le départ des manifestations, et d'autres disent c'était en plein milieu de manifestations. Et lorsque les services d'ordre ont vu ça, donc ils ont intervenu, mais pour légitimer leur répression, leur génocide, ils ont dit que c'était les Algériens qui ont tiré le premier coup de feu en premier. Or que d'autres voix disent que c'était un coup de feu tiré par le service d'ordre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Merci aussi de nous avoir apporté vos éléments d'histoire, et c'est vrai qu'on pourrait, il nous faudrait encore beaucoup plus d'émissions. Je vous rappelle que la couverture continue spéciale juste derrière avec l'édito de Jamaldine. Vous avez El Umq aussi avec Jamaldine Taleb, et puis l'autre fille qui vous accueille et qui vous écoute. Avec vous, Lila Tamansolt, je voudrais, voilà il y a eu les annonces du président algérien aujourd'hui. Le dossier de la mémoire est inaliénable et imprescriptible et ne peut faire l'objet de concessions et de marchandages. Il y a un président qui a renouvelé sa détermination, je cite, à avancer vers l'avenir dans un climat de confiance dans les relations notamment franco-algériennes. La crédibilité et le sérieux sont des conditions fondamentales pour mener à bien les procédures et les efforts dans ce dossier. Avec vous, 2 points. D'abord, on a l'impression tout de même que cette histoire, cette rente mémoriale, c'est un pouvoir algérien aujourd'hui depuis plusieurs décennies qui a du mal à affronter le colonisateur de l'époque, en tout cas, puisque les choses ne sont pas claires, elles ne sont pas demandées. Ça, c'est beaucoup d'observateurs qui le disent. On a l'impression d'avoir un pouvoir algérien qui est assez timide, en retrait pour demander des explications, des excuses, sachant que beaucoup d'Algériens aujourd'hui restent vraiment sans réponse par rapport à cette période, entre autres. Et dans un deuxième temps, il nous reste encore quelques minutes, je voudrais voir avec vous, vraiment, vous êtes militante, Riposte Internationale, l'Algérie d'aujourd'hui, est-ce que réellement le pouvoir algérien a tiré des leçons de ces périodes-là? Est-ce qu'il a respecté l'ancienne armée, celle qui a libéré l'Algérie? Est-ce qu'il continue à respecter le peuple, les petits-enfants de ces gens qui se sont battus pour une Algérie libre, démocratique, normalement en 2024? Lila Tamansour. Par rapport à votre première question, il me semble
qu'il y a un Algérien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Allô? Oui, oui, très bien, je vous en prie. Ça saccade un peu, mais vous êtes de retour. Donc, je disais, je pense qu'il y a un faux départ par rapport à ce pouvoir algérien. Depuis les négociations, les accords d'Évian, que personne, enfin la plupart du peuple ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc je pense que c'est par rapport à ces négociations, aux clauses qu'il y a dedans, qu'ils sont réticents parce qu'ils pour certains peut-être ne savent pas ce qu'il y a dedans et peut-être d'autres savent et qu'il n'y a pas cette légitimité de réclamer ce dû aux Algériens par rapport à la responsabilité de la France officielle. Donc, est-ce que ils sont dans ces deux cas-là et quoique, je pense de ma part, qui suis des deux pays, il est temps de faire la part des choses et de penser à l'avenir des deux pays séparément et conjointement. Il y a l'histoire qui nous est commune, certes. Et il y a aussi l'avenir qui nous est commun, notamment dans la géopolitique actuelle. Nous sommes tous l'Algérie et la France sont deux pays du bassin méditerranéen. Nous avons énormément d'intérêts économiques, d'autres intérêts aussi. Donc aujourd'hui, il faudrait peut-être. Et pourquoi est-ce que selon vous le pouvoir, oui, le pouvoir algérien fait en l'occurrence son chef de l'État, son président, Abdelmadjid Tebboune, qui à chaque date, d'ailleurs le Salah Goudji, le président du Conseil de la Nation, a fait aussi une sortie. À chaque date, on ne va pas toutes les citer, mais certains parlent vraiment d'instrumentalisation, de légitimité révolutionnaire, utiliser un peu ces périodes pour dire aux Algériens, voilà, grâce à nous, on continue, on est toujours dans la même lignée, alors que il y a des Algériens aujourd'hui qui vivent dans une situation difficile en termes de droits, de liberté, d'expression. Enfin, il y a eu l'amendement du code pénal là, qui est proposé avec des choses assez, des lois qui sont de plus en plus liberticides. Comment vous expliquez un peu ces deux positions, notamment du pouvoir, de la gouvernance actuelle, sans compter les haragas, par exemple, qui quittent le pays? Justement, ils n'ont rien à proposer au peuple. C'est leur béquille. La légitimité historique, c'est leur béquille, comme dans d'autres sujets qu'ils instrumentalisent à chaque occasion, comme c'est le cas les élections présidentielles prochaines. Tout à l'heure, M. Younsi parlait du parallèle entre le 1988 et 8 mai 45. Moi, je dirais que c'est cyclique. L'histoire algérienne, elle est cyclique. Le 8 mai 45, il y a eu un Algérien qui a brandi un drapeau algérien, on lui a tiré dessus. Et nous, en 2019, il y a eu des drapeaux nationaux qui ont été brandis. Et les militants ont été emprisonnés. Et tout récemment, la semaine dernière, l'Olympique d'Akbou, c'est un club de football qui a joué son accession à la première division. On a interdit aux spectateurs de brandir un autre drapeau que celui de l'Algérie officielle. Et ils considèrent que le drapeau amazigh n'en fait pas partie. Donc, ils l'auront interdit. Donc, on voit à travers tous ces agissements, leur légitimité criante, ils se reposent comme d'habitude sur des choses qu'ils n'ont pas, pour lesquelles ils n'ont jamais œuvré, d'ailleurs, parce que la plupart d'entre eux étaient dans l'armée coloniale, c'était des déserteurs, donc ils n'ont aucun mérite, mais ils l'utilisent en tant que propagande pour susciter les émotions du peuple, pour les attendrir. C'est toujours dans la visée d'instrumentaliser pour leurs propres intérêts électoraux, de se maintenir au pouvoir. Donc, quand vous dites, est-ce qu'ils vont réclamer à la France, ils le font superficiellement. Le fond n'est pas là. Ils le font superficiellement, juste vitrine, pour que le peuple se dise, eh ben voilà, voilà les hommes qu'il faut au pouvoir, qu'ils osent défier la France. Ils utilisent toujours ces subterfuges pour attendrir le peuple. C'est vraiment des manipulations. La deuxième question que vous m'aviez posée par rapport à la démocratie, j'en avais cité là un exemple de répression, de limite de liberté, et il y a tant d'autres. On voit aujourd'hui, comme vous avez dit, les amendements
du côté pénal. On voit la Constitution, on voit l'instrumentalisation de la culture algérienne. Donc, Tamazight, elle est instrumentalisée. Et jusqu'à présent, quand on voit, il y a un article de loi qui a été voté, il me semble, c'était en 2016, qui met l'arabe au-dessus de Tamazight et que tout document officiel, elle est toujours en vigueur, tout document officiel dans l'Algérie officielle doit être écrit en arabe, alors qu'ils ont officialisé Tamazight et c'est une langue nationale, elle est soi-disant enseignée mais sous condition. Donc toutes ces libertés-là, tous ces droits-là du peuple sont bafoués. Et n'en parlons pas des besoins primordiaux du peuple, des besoins de survie. Tous les intervenants ici rapportent l'état des revenus des foyers algériens, la pauvreté criante dans tous les départements algériens, dans tous les wilayas, y compris à Alger même, au centre de la capitale, on voit la misère dans les rues. Donc, Chavel, si tu me dis aujourd'hui qu'ils s'achètent une légitimité, c'est leur devise, c'est leur manière d'agir. Ils n'ont pas d'autre programme de développement pour l'Algérie. Merci infiniment. Et puis la dernière info, donc le président qui annonce que vous pourrez voyager cet été, donc seulement avec une carte de nationalité algérienne si votre passeport est périmé ou n'est pas encore sorti, et même des annonces sont faites pour avoir un petit peu plus, alors je le dis en souriant, mais avoir un peu plus d'organisation, de liberté, de respiration au sein notamment des bureaux comme les consulats, mais on se posera certainement cette question dans quelques jours. Pourquoi cette annonce là maintenant, peut-être inviter la diaspora, pourquoi pas aller voter. Enfin, c'est des questions qui se posent. Merci à tous les trois, Mohamed Kaki, merci à Brahim Younsi et merci à Liat Mansour, l'équipe en régie. Merci infiniment pour m'avoir accompagné techniquement. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver Nasser Djoudi. Dans quelques instants, mon ami Jamaldine Benchenouf, juste derrière notre ami et confrère Jamaldine Talab, et puis pour El Umr. Et puis normalement, Lotfi Dobelkanon. Bonne soirée à tous sur El Mararabia.